C'est bon? Oui, bonjour Mahrez, oui, c'est ça. Vous disiez, tu passes 4 heures à les lire et 10 minutes à résumer. C'est un petit peu l'histoire de ma vie. En tout cas, ravi de vous retrouver depuis ce 21e Salon international du livre, donc en compagnie de deux auteurs. Jawad Rostom Touati, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Vous allez nous parler dans un tout petit instant de votre premier ouvrage, Un empereur nommé Désir, paru aux éditions ANEP. Avec grand plaisir. Ouais, un ouvrage qui a été couronné d'ailleurs deuxième prix à l'IMACHI cette année. Oui, tout à fait. Une grande satisfaction, j'imagine. Énorme, oui. Oui. Oui, c'était une grande distinction et j'en suis très honoré, je m'en sens très honoré. Et à vos côtés, nous accueillons ce matin Riyad Giraud, bonjour. Bonjour, Bienvenue Soraya. à vous. Alors, Merci. La fin qui nous attend, un roman paru aux éditions Barzak, un roman qui a également eu un bon succès. Vous étiez d'ailleurs sélectionné pour le prix de l'Escale littéraire. Tout à fait, tout à fait. J'ai d'ailleurs été très honoré de cette sélection. Oui. Et voilà, donc c'est un roman qui est sorti l'an passé au SILA d'ailleurs. Et je reviens cette année pour une vente dédicace, ce qui me permet évidemment de rencontrer mes lecteurs. Je leur ai laissé 1 an et donc ils viennent me faire une synthèse que je note après. C'est super. C'est l'intérêt aussi de ceci-là, bien évidemment, les rencontres avec les auteurs, avec le lectorat. Alors, Jawad Rostom, votre ouvrage, c'est l'histoire d'un jeune Algérien, un Algérien lambda finalement, qui a tissé une relation avec sa collègue de travail. Donc jusque-là, rien de nouveau sous les étoiles, j'ai envie de dire. Mais il fréquente aussi une autre jeune femme qu'il a rencontrée ailleurs. Et aussi, donc, on a le schéma, le fameux schéma du triangle amoureux, une formule plutôt classique, qui a fait le bonheur de Marivaux ou encore de Feydeau. Mais chez vous, on sent que vous prenez une certaine distanciation face à ce triptyque classique, un petit peu comme si vous le parodiez presque, comme si vous le tourniez presque en dérision. Un genre qui a fait aussi, bon, j'ai cité Marivaux et Feydeau, mais qui a fait aussi les beaux jours de la littérature du roman de gare, on peut le dire. C'est exactement ça, oui. C'est que à la base, je voulais en faire la caricature, mais comme c'était déjà très caricatural, donc j'ai fait l'inverse de la caricature. J'ai essayé de sublimer un peu ce schéma tellement redondant et dont on nous gave à l'entonnoir. Alors, les personnages sont très crédibles. Vous nous dressez le portrait de personnages haut en couleur, alors avec des références littéraires, des références philosophiques tout au long de l'ouvrage. Vous faites un petit peu la critique, on peut le dire, de la petite bourgeoisie algéroise. Non, disons de la société dite moderne et de la classe moyenne présentée comme étant l'avenir de l'humanité et l'avenir de la société idéale. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on veut nous vendre finalement. Oui. Alors, 3 personnages principaux. Donc Nadir, le protagoniste, c'est un petit peu artiste rebelle, poète à ses heures. Daria, c'est la jeune fille prude, dérangée. Et Iman, la fameuse femme fatale. Alors finalement, cette intrigue rocambolesque, on a l'impression que c'est juste un énorme prétexte pour réfléchir sur les relations humaines, sur la marchandisation aussi de la société, cette société consumériste. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait juste un hameçon qui est lancé au lecteur pour le faire ensuite réfléchir sur la névrose généralisée et sur la société du spectacle. C'est-à-dire le fait qu'en fait, dans tous nos rapports sociaux, nous nous conformons à des attitudes préétablies et qui fait que tous ces rapports-là sont complètement faussés. Et que lorsque finalement on est rendu à nous-mêmes, on se rend compte qu'on ne se connaît pas vraiment et on finit par se poser la question que posait Monterland: aimons-nous vraiment ceux que nous aimons? Oui, donc il y a une vraie dimension philosophique dans cet ouvrage. J'espère, c'est ma modeste prétention. Philosophique peut-être pas, mais en tout cas sociologique, quoique cette séparation-là n'est pas très... C'est votre premier roman? Tout à fait. Oui. Vous avez fait des études d'économie, vous êtes licencié en économie. Comment s'est passé ce passage à l'acte littéraire? Oui, ça c'est une longue histoire, il faudrait. Vous avez 2 minutes. D'accord, non, dans les grandes lignes, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai choisi les études économiques par sécurité alimentaire, on va dire. Mais finalement, pour me rendre compte qu'il n'y a aucune sécurité derrière, tant qu'on ne détient pas les moyens de production, on n'est jamais vraiment indépendant. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes passionné de littérature, vous dites vous êtes tombé dedans très jeune. On trouve qui dans votre panthéon littéraire? On trouve Monterland déjà, avec qui j'ai une affinité très particulière. Et on trouve Mamry. C'est en fait les deux
voilà, les deux géants dans ma conception de la littérature. Alors, Les deux M. vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer vos lecteurs, votre lectorat sur ceci-là. Comment Oui. ça se passe plutôt bien, oui. Très très bien, oui. J'en suis très très honoré et très flatté, oui. J'ai des échos très chaleureux et ça me fait Quand plaisir. on dit que les jeunes Algériens ne lisent pas, Ah, ça c'est la grande mystification. oui. Oui. Riyad Giraud, quand on vous dit que la jeunesse algérienne ne lit pas, Eh ben, c'est parce qu'on voit aussi là, hein. Il y a une foule impressionnante. On met à peu près 2 heures afin d'accéder au stand. Donc c'est quasiment une hérésie, hein, de dire que les jeunes algériens ne lisent pas. Alors les jeunes et moins jeunes, hein, il y avait vraiment un public très Très hétéro. éclectique, ouais. Voilà. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai été aussi invité au Salon du Livre de Paris. Il n'y a pas autant de monde, hein, je vous le certifie. alors, votre ouvrage que vous présentez donc durant ce 21e SILA, La fin qui nous attend, une dimension apocalyptique. Il est 5h40 du matin, on est dans une ville anonyme quelque part au bord de mer. Tout s'écroule, immense séisme, grand tremblement de terre. Et donc l'homme au balcon, c'est le protagoniste de l'ouvrage qui n'est jamais véritablement nommé, mais qu'on va suivre tout au long de l'intrigue. Tout son monde va s'écrouler à côté de lui. Alors il a un voisin complètement déluré qui fait des calculs et qui prédit la fin du monde. Quelle est la genèse de cet ouvrage ? Bon, je pense que la genèse de l'ouvrage est véritablement politique et contextuelle, hein. Il y a une conjoncture depuis une quinzaine d'années très inquiétante. Et donc c'est véritablement le point de départ. Alors cette ville n'est pas nommée parce que justement on peut très bien se la situer soi-même en Libye, en Syrie, au Liban, mais aussi à Alger durant cette malheureuse décennie noire que nous avons vécue. Et il y a aussi un contexte géologique. Moi j'ai grandi à Alger et j'ai grandi avec des séismes fréquents et qui sont pour le moins inquiétants. Donc à chaque séisme, on se réunissait dans le quartier et c'était c'est peut-être un signe de la fin des temps qui va nous tomber dessus. Et donc voilà, l'origine elle est là. Mais il y a vraiment cette dimension politique sur une déshumanisation de la société à travers cet écroulement des immeubles, mais aussi des gens, hein, qui sont décrits de façon très consumériste ou sans véritablement de sens à donner dans une vie intense et profonde. On a l'impression que les valeurs s'effondrent Voilà, en même temps que tout les est en bâtiments. ruine. Tout est en ruine. Et comme une démonstration par l'absurde, au fil des pages, au contact d'une fille que je prénomme Douce dans le roman, le personnage principal, totalement déshumanisé, retrouve une âme grâce à cette bonté que Douce incarne et grâce aussi au plaisir qu'elle lui prodigue continuellement. Alors Douce, c'est son amante. Alors le personnage principal ne part pas du tout à la recherche de son épouse ou de son fils, donc vraiment rien d'attachant de prime abord pour ce personnage, mais il va partir à la recherche de Douce. Est-ce que finalement le chemin qui mène vers la fin n'est pas plus important que la fin en elle-même ? Si, c'est toujours le chemin qui est plus important que la fin. Ça, c'est ce qui fait notre vie, puisque si nous arrivons à la fin, eh ben, ça n'a plus d'intérêt. Donc c'est le chemin qui nous mène à quelque chose qui est beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de sens. C'est la quête de sens qui est toujours... Alors, le personnage principal, il n'est jamais nommé, on sait qu'il est militaire de carrière. C'est l'anti-héros, hein, bien évidemment. C'est le personnage pour lequel on ressent de prime abord plutôt de la répulsion. Hein. C'est un personnage sarcastique, voire carrément barré. Hein, parce qu'au bout d'un moment, il part, on peut le dire, il part complètement en vrille. Un petit peu, je pensais à des personnages qu'on a pu croiser dans la littérature de Bret Easton Ellis, dans American Psycho, des personnages comme ça complètement
déjanté. Vous cherchez à provoquer le lecteur? Oui, bien sûr, hein, il y a délibérément une provocation, mais qui ne se fait évidemment jamais je pense, hein, et je l'espère, dans la vulgarité ou la facilité. Hein, c'est vraiment la volonté de construire un personnage cynique, désabusé, mais voilà, qui reste relativement fréquentable dans les lignes. Hein. Je ne veux jamais faire Donc le but, c'est vraiment de provoquer un sentiment de révolte. Hein. Je vous le disais au tout début, il y a une forte dimension politique dans c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venu quand même en costume, hein, parce qu'on est quand même des gens sérieux, nous autres auteurs. Nous ne sommes pas uniquement des artistes farfelus qui errant dans les rues. Mais voilà, il y a une forte dimension politique. J'ai voulu provoquer un sentiment de révolte pour justement qu'on se secoue et qu'on essaye d'envisager les choses autrement. Et d'ailleurs, il y a, au fur et à mesure donc, que le personnage va évoluer, la relation entre le lecteur et ce personnage, elle va aussi évoluer parce que finalement, on finit par ressentir une espèce d'empathie un peu étrange, un peu stockholmienne, dans la mesure où on finit presque par lui trouver des excuses, même quand il commet l'irréparable, même quand il assassine, ça prend presque une dimension libératrice. C'est presque une euthanasie, quoi. Oui, tout à fait. Le personnage évolue. Hein, paradoxalement, en gagnant en humanité, il va lui-même se débarrasser des fautes dont il est à l'origine. Et la plus grosse erreur commise, c'est justement ce fils mal élevé, voilà, qui incarne vraiment cette déshumanisation de la société. Donc il va réparer sa faute en effectivement assassinant son fils. Oui. Alors, cette violence, finalement, toute cette violence, tout ce chaos, on a l'impression que c'est là aussi, chez vous, un prétexte, finalement, pour aborder un thème qu'on n'aborde pas si souvent que ça, en littérature, un sentiment plutôt rare, à savoir la bonté, l'extrême bonté de Douce, notamment. Oui, comme je vous le disais, c'est vraiment une démonstration par l'absurde. Hein. Je mets comme hypothèse qu'il n'existe absolument pas de bonté et d'amour, donc je mets en place une violence, un chaos, une déshumanisation totale. Et là, justement, on est confronté, au fil des pages, à une absurdité. Donc, un contresens. Et c'est ça, une démonstration par l'absurde. Si on arrive à une absurdité, c'est qu'à l'origine, l'hypothèse était fausse. Et donc, c'est comme ça que le personnage principal, au contact de Douce, retrouve la bonté et à la preuve de l'existence de cette bonté, d'une dimension métaphysique transcendante. Voilà. On retrouve un petit peu ce procédé chez vous, hein, Jawad, je disais tout à l'heure, vous prenez comme prétexte finalement hein, ce triptyque amoureux pour le tourner en dérision, pour aborder la question de la déshumanisation, vous aussi. Oui, tout à fait. Et puis aussi pour montrer à quel point il est finalement ce qu'on croit être ringard, à savoir la sentimentalité, c'est en fait l'inverse. Ce qui est ringard maintenant, c'est cette posture tellement cynique et tellement désabusée et qui est ce qu'on attend de nous afin de nous détourner les uns des autres pour nous faire tourner vers la marchandise. Oui, vous rejoignez complètement. Hein, Jawad a entièrement raison. Hein, c'est vraiment ça le propos. Hein. Y a ces religieux dans le texte. Voilà, qui n'ont aucune dimension métaphysique ni spirituelle, ils ne sont juste là que pour vendre du yaourt c'est vraiment voilà cette société consumériste. Il y a une scène hallucinante que vous décrivez où il y a des rescapés du séisme qui vont prendre possession, monter sur un navire, c'est ça, pour voler toute la marchandise, écouler avec la marchandise. Exactement, c'est-à-dire sous l'œil de la caméra. Voilà. Alors je suis pas très gentil avec les caméras, je suis désolé pour les caméras attention, et pour vous les risquez d'en prendre une. Oui, exactement. Donc c'est une fiction. Hein, je l'avoue bien sincèrement. Et évidemment, il y a ce côté absurde où
à deux doigts de crever, on pense à se remplir la panse de yaourt et choper, je sais pas, des modems ou des téléphones portables dans un paquebot qui est en train de chavirer. Et à l'inverse, votre protagoniste, il fait quelque chose de très bizarre. Il va chez un livreur de whisky, c'est ça, hein. Il vient récupérer une caisse de whisky, il abat le livreur, il prend une deuxième caisse qui ne lui appartient pas, puis finalement, non, il fait demi-tour, et puis comme il a un espèce de relent de conscience, il rend ce qui ne lui appartenait pas, et il se contente juste de prendre la caisse qu'il a payée alors qu'il a abattu le livreur. Donc il y a quand même une dimension complètement barrée. Hein. Oui, complètement barrée, et puis c'est une espèce de, comme on dit dans le cinéma, le climax. C'est à ce moment-là que finalement il bascule dans une humanité qu'il ne soupçonnait pas. Voilà, en gros. Jawad, qu'est-ce que ça vous inspire, la fin qui nous attend? Vous l'avez lu? Non, vous n'avez pas lu La fin qui nous attend? Non, pas encore. Vous avez eu l'occasion de vous croiser déjà? Oui, justement. Et puis un ami à moi me l'avait chaudement recommandé, mais les circonstances ont fait que j'ai pas encore eu l'occasion de m'y atteler. Tu étais sans doute en train d'écrire, et donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps en écrivant. Moi, je sais pas. J'aime bien lorsque j'écris un peu m'isoler de tout ce qui est littéraire, donc je lis très peu de romans dans les périodes où j'écris, pour ne pas me polluer dans le bon sens, hein, pas dans un sens négatif, du style de l'autre. Donc c'est vrai que j'essaye de m'aseptiser pour trouver mon propre style, ma propre musique. Jawad, comment ça se passe chez vous quand vous écrivez? À peu près de la même manière, j'essaie de m'isoler un peu des contemporains pour ne pas être influencé par eux, en fait, c'est ça. C'est pour surtout ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir une vision similaire à la mienne. Donc à un moment donné, on va se dire, finalement ça sert à rien, on est dans la redite. Mais il y a beaucoup de dialogues chez vous, des dialogues plutôt bien ficelés, hein, assez percutants, hein, c'est-à-dire qu'on écrit vraiment comme on parle, donc c'est un compliment. Et c'est très imagé aussi, hein, vous décrivez beaucoup. C'est presque cinématographique, j'ai envie de dire. Il y a une influence chez vous du cinéma, c'est importante? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout cinéphile? Non, pas vraiment, non. Justement, la référence au fameux film, qui est d'ailleurs une adaptation d'un roman, Un tramway nommé Désir, c'est un clin d'œil à cette manipulation par les signes que représente le cinéma. Mais ce que je réprouve justement, c'est cette intrusion du cinéma dans la littérature et le fait que les romans de gare sont de plus en plus calqués sur le modèle hollywoodien, des rebondissements, des dialogues d'une pauvreté ahurissante, etc. Donc c'est tout l'inverse d'une influence cinématographique. C'est un dépassement en fait de cette... L'empereur dans le titre, il renvoie bien évidemment à l'impérialisme. Bien évidemment, oui, exactement ça. C'est exactement ça, c'est de dire en fait que aujourd'hui le plus grand impérialisme qu'on veut nous imposer, c'est celui du désir, mais du désir non pas réel et spontané et libéré, mais du désir complètement embrigadé par le système marchand. Au niveau du style, chez vous, Riyad Giraud, donc c'est pas tellement beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de monologues intérieurs, hein. Votre protagoniste parle un petit peu en lui-même, mais c'est extrêmement fluide. On a l'impression que la phrase, que le point n'arrivera presque jamais. En fait, il y a un fil narratif continu. Il y a vraiment une seule histoire. Il n'y a pas plusieurs histoires qui s'imbriquent, ou plusieurs fenêtres comme on peut retrouver dans certains récits. Vous bousculez un petit peu la syntaxe, un petit peu à la James Joyce. Oui, j'aime beaucoup Joyce, mais pas seulement. Il y a aussi, j'ai d'autres auteurs, hein. Claude Simon est vraiment mon auteur favori. Et c'est vraiment un exercice de style, hein. Vraiment, pour moi, écrire, c'est essayer de trouver une musique qui me correspond et qui est en moi. C'est vraiment... Et la syntaxe... justement, est à exploser. Joyce est un très bon exemple, hein. Dans Ulysse, les 150 dernières pages sont d'une beauté exceptionnelle parce que justement, il n'est plus enfermé, le narrateur n'est plus enfermé dans des obligations grammaticales ou syntaxiques. Et donc, il y a quasiment une élévation mystique dans les 150 dernières pages d'Ulysse, hein. Et alors, je n'ai pas le talent de Joyce, mais en tout cas, j'essaie d'avoir cette voix un peu qui s'élève et qui se libère.
Voilà. Merci à vous, messieurs. Vous étiez les invités de la matinale ce matin. Donc, Riyad Giro, La fin qui nous attend. Je rappelle que l'ouvrage est disponible aux éditions Barzakh. Et Jawad Rostom Touati, votre ouvrage est disponible, édité par la NEP. La NEP, exactement. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. À vous, Mahrez. Excellente journée avec Bonjour d'Algérie. Merci à vous. Et merci à vos invités ce matin, Jawad Rostom et Riyad Giro. Bienvenue, docteur. Comment ça va? Bonjour, je suis en plein milieu de littéraire et l'ivresse, comme on dit. Vous lisez? Ça vous arrive? Oui, et je recommande un livre d'Elia Kazan. Moi, c'est des basiques. Ouais. C'est ce qu'on appelle The Arrangement. C'est le seul livre où le titre en français et en anglais, c'est la même chose. C'est le même mot. L'arrangement, c'est dans la vie. Un grand monsieur de la littérature et du cinéma, Elia Kazan. Ah bah c'est bien. C'est une belle référence. Entre autres. Hein, Et attention, je me souviens aussi du premier livre que j'ai lu à l'école. Oui. À l'école, c'était notre enseignant, Allah yarhamou, M. Azoug, dont la fille, à un moment, était directrice de Bardo. Le premier livre que j'ai lu, c'était Sans famille d'Hector Malot. Ça m'a marqué pour toute ma vie concernant la lecture. Sans famille, je le recommande. Hector Malot.